L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, Si on parlait, est du Festival de jazz de Grenoble qui prépare sa 15e édition et du combat des parents de Luna accusés injustement de maltraitance sur leur petite fille. Et pour parler de ces sujets, je reçois Salvatore Origlio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival qui démarrera début octobre. Vous êtes venu en famille puisqu'à côté de vous, c'est Alfio, le fils Origlio. Bonjour Alfio. Bonjour. Pianiste de jazz qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois sur cette émission et qui sera évidemment aussi à l'affiche dans différentes formations au cours de ce festival. Et puis en face de vous, Sabrina et Johan Bombard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents de Luna, une petite fille âgée aujourd'hui de bientôt 8 ans et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les médias. Vous avez écrit votre histoire dans ce livre qui a été réédité en format poche dans la collection J'ai lu. Une histoire qui a également intéressé TF1. La chaîne a diffusé début septembre une fiction inspirée par votre vie. Vous savez d'ailleurs combien de téléspectateurs ont regardé le téléfilm ? Oui, là, avec les replays, on est à un peu plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Donc, voilà. C'est fidèle à ce que vous avez vécu, le téléfilm que TF1 a diffusé ? C'est fidèle justement à l'adaptation de notre livre et de ce qu'on a vécu. Après, il y a quelques petites choses qui ont dû changer, mais sinon, oui, ça reste fidèle. Alors, on le voit là sur la couverture du livre, c'est Rod Parago et Chloé Jouannet qui jouent vos rôles à la télé. Je crois que vous les aviez d'ailleurs pas rencontrés avant le tournage, les acteurs. Ils voulaient être un peu coupés de la réalité pour pouvoir interpréter comme ils le sentaient. Ça a été beaucoup d'émotions pour eux tout le long de ce tournage et la production et même à la demande des acteurs n'était pas dans le souhait de nous rencontrer tout de suite pour éviter d'être submergés par l'émotion au moment du tournage, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous vivez en Isère, à côté de Grenoble, et votre histoire démarre dans les Vosges en février 2012. Votre petite fille Luna est âgée de 3 mois, je crois, à l'époque, Johan. C'est ça. Alors, va même se passer en tout début du côté de Nancy. Et après, on va arriver dans les Vosges. Et donc, il va y avoir une partie qui va être à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et le reste du côté de Rambervillers, dans les Vosges. Et oui, à cette époque-là, Luna est âgée de 3 mois. Et vous allez chez le pédiatre parce qu'elle n'est pas très bien. Et là, va commencer à se créer un scénario assez improbable. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait, Luna est très somnolente, elle refuse de s'alimenter. Et nous, on est totalement démunis. On se dit, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc déjà, en premier, on contacte la PMI, mais la PMI ne nous proposait pas un rendez-vous avant fin février. Donc, ce qui était totalement improbable pour nous. Donc, Johan, qui a une première fille, une première union, me dit, écoute, il y a la pédiatre que Lisa voit, on va essayer de l'emmener là. Et donc, du coup, on y va. Et là, elle s'aperçoit qu'effectivement, Luna est très, très somnolente, qu'elle répond plus aux stimuli. Et elle fait appel au SAMU. Et de là, la machine va se mettre en route. Le SAMU intervient, décide d'hospitaliser Luna pour toujours son état de somnolence. On va être mis de côté pendant 4 ou 5 heures, le temps de la prise en charge de Luna. Et quand on va découvrir Luna, elle va avoir un méga œdème de la face qui peut ressembler à un hématome, mais qui n'en est pas un. Et de là, le rouleau compresseur va se mettre en route. Ouais, il va y avoir des suspicions de coups et vous allez vous retrouver dans un engrenage infernal. Pour qu'on comprenne bien, votre petite fille, elle est atteinte d'une maladie orpheline, maladie très rare, Sabrina. Ça, tout à fait. En fait, je suis porteuse et donc je l'ai transmis à mes enfants. Donc c'est une maladie rare et orpheline qui s'appelle l'angioëdème neurotique héréditaire. Il y a plusieurs types. Nous, on est atteint du type 1. Et donc voilà, ça se manifeste par des œdèmes qui se mettent partout sur le corps, autant en interne qu'en externe, avec des plaques rouges-violettes. Et donc on peut avoir l'impression d'avoir reçu des coups quand on est victime de cette maladie. Voilà ce qu'on voit sur les images. On voit sur les images. Et donc après, en sachant qu'on a aussi une forme atypique de la pathologie, donc qui fait que, après comme on le sait, chez chaque patient, la maladie parle différemment. Donc voilà. Mais à l'époque, au CHU de Nancy, où elle est hospitalisée, personne ne fait le rapprochement
entre les images qu'on vient de voir et cette maladie, même si c'est une maladie rare, elle existe, et puis les marques qui sont sur le corps de votre fille? C'est ça, mais alors, le plus fou dans tout ça, c'est que on prévient tout de suite les soignants que Sabrina en est atteinte. Elle est diagnostiquée depuis un peu plus d'1 an à ce moment-là, et voilà. Et il y a des choses qui auraient dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est que Sabrina va déclencher une crise parce que les émotions font que des fois on peut déclencher des crises de cette pathologie. Sabrina va être hospitalisée en même temps que Luna dans le bâtiment juste à côté. Ils vont voir Sabrina tous les jours avec sa potence faire des allers-retours entre sa chambre et celle de Luna, et ça va pas leur mettre la puce à l'oreille. Voilà, ils partent dans la direction de la maltraitance et rien ne les arrêtera. Il y a d'ailleurs une scène du téléfilm qui résume le cœur de ce problème. Je vous propose d'ailleurs de la regarder. C'est une confrontation entre vous, Johan, enfin joué par Rod Parago, et puis le chef du service dans lequel est hospitalisée votre fille. Tout à fait. Sortez. Sortez, vous n'avez rien à faire dans cette Elle pièce. avait pas ça tout à l'heure. C'est un œdème héréditaire, ma femme en souffre. Une simple prise de sang On suffira s'est d'éteindre. renseigné sur ce prétendu AOH. Il n'existe aucun cas référencé de crise survenue avant l'âge de 5 ans. Si, mon épouse a été hospitalisée à 3 ans. On lui a prescrit du danazol. Monsieur Morvan, cariste chauffeur. Je suis professeur en médecine. Chacun son métier. Mais faites-le, votre taf. Mais c'est ce qu'on fait. Nous avons alerté le procureur de la République pour suspicion de maltraitance sur mineurs. Voilà, ça vous l'avez vécu. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Il y a un sentiment de supériorité de ce médecin qu'il n'a jamais quitté, une forme d'orgueil aussi jusqu'au boutiste. C'est ça. Alors, ce médecin dans le téléfilm, c'en est même plusieurs. Là, la production, pour pas perdre le téléspectateur, a décidé de mettre en avant qu'un médecin, mais on aura affaire à plusieurs médecins qui vont s'entêter dans la direction de la maltraitance et qui feront sentir leur supériorité et pour le coup notre infériorité, même si on connaissait pour le coup mieux qu'eux cette pathologie. Alors vous allez, suite à ce signalement, vous retrouver aux mains de la police. Une arrestation qui ressemble à ce que peuvent vivre des criminels. On vient chez vous, on vous met les menottes. C'est clairement ça. Et puis c'est l'humiliation parce que tout le monde voit que comment vous êtes traité. Donc c'est très compliqué. Arrestation, garde à vue également, Johan. Ah, ils n'auront pas fait les choses à moitié. 48 heures de garde à vue, comparution devant le procureur de la République. Enfin oui, comme le dit Sabrina, ils laisseront d'ailleurs Sabrina en geôle malade à se vider littéralement et la laisser comme ça en geôle. Enfin voilà, c'est l'humiliation. On sort de cette garde à vue, on a l'impression d'être plus grand chose en fin de compte dans ce monde. D'être sale aussi. Oui, on a été salis dans tous les sens du terme. On a l'impression que tout le monde était un peu ligué contre vous, la police, la justice, les médecins, les services sociaux. Vous avez l'impression qu'il y a eu comme ça une forme de contamination des différents corps? En fait, je pense surtout qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'en fait, on ne veut pas remettre en doute la parole du sachant. Et en fait, tout part de là, c'est que forcément, quand un grand professeur de médecine vous dit c'est de la maltraitance, oui, la police le croit, pourquoi la justice derrière le croit. les autres ne suivraient pas, en sachant que eux, la police et la justice vont dire nous, on n'est pas médecin, donc on prend en compte ce que le médecin a dit. Donc après, comme on le dit souvent, c'est que une enquête, elle doit être à charge et à décharge. Là, ça n'a pas du tout été le cas, parce que la maladie n'a jamais été cherchée. Si on n'avait pas fait la prise de sang avec Johan, à l'heure actuelle, on sera en détention. On sera en détention. Ouais, clairement. D'autant, à l'époque, vous étiez très jeune, vous l'êtes encore aujourd'hui, mais ça a peut-être joué aussi en votre défaveur. Je pense que ça a joué en notre défaveur. Je suis pas sûr que de toute façon, si on avait eu 5 ans de plus ou même 10 ans de plus, ça aurait changé grand-chose dans le diagnostic de ce sachant. Et voilà, en tout cas, je pense qu'auprès de certains services de justice et surtout auprès des services sociaux, ça joue en notre défaveur. Mais le diagnostic du médecin n'aurait pas changé, à mon avis, grand-chose. Ce qui est incroyable, c'est que cette prise de sang, qui est un geste assez simple, qui aurait permis tout de suite de vérifier que votre fille avait bien la maladie que vous évoquiez et donc de régler entre guillemets le problème, elle n'a jamais été faite, elle n'a jamais été ordonnée. Non. Ces médecins se sont prononcés contre la prise de sang, en disant que c'était pas la peine puisque la maladie pouvait pas se parler aussitôt chez l'enfant, et qu'on l'a systématiquement demandé à la justice sortait l'argumentaire de ces médecins. Donc c'était en fin de compte, c'était l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et oui,
oui, il aura fallu qu'on le fasse quasi dans le dos de la justice et de l'aide sociale à l'enfance pour qu'on puisse faire diagnostiquer nos enfants. Alors, on se rend compte en plongeant dans votre histoire, en regardant ce téléfilm, qu'il y a beaucoup de violence quand on est confronté, comme vous, des parents, un peu au système, qu'on a du mal à se faire entendre. Là, on voit une scène où carrément l'aide à l'enfance vient vous chercher l'enfant parce que vous n'avez pas respecté une des obligations du contrôle judiciaire. Oui, tout à fait, oui. Ça s'est pas passé clairement comme ça dans notre vie, mais ça reprend tout un tas d'éléments qu'on a évoqués justement dans le livre. Et oui, on aura vécu l'acharnement de tous ces services jusqu'au bout, et même au moment où on va être relaxé. La justice, parce qu'on aura fait appel de toutes les décisions qui auront été prises auprès des juges des enfants, la justice nous foutra la paix encore un an après. Parce qu'on nous avait collé des mesures de surveillance qu'on a récupéré Luna. Enfin voilà, donc c'était de l'acharnement. 3 ans et 8 mois, c'est la durée pendant laquelle vous aviez plus votre fille avec vous. C'est ça. C'est totalement ça. C'est le jour où elle est partie à l'hôpital et le jour où on l'a récupérée, donc qui est le 13 août 2015, où on l'a récupérée de force. Parce qu'on était relaxés, mais on ne voulait pas nous rendre notre fille. Et ouais, c'est 3 ans et 8 mois de calvaire, d'injustice et surtout d'incompréhension. De présomption de culpabilité aussi, parce qu'on n'a jamais été... la présomption d'innocence, c'est un droit oui, français. Tout le monde en parle, mais... je vous garantis que, quand on voit que certains... je pense que c'est à la tête du client, la présomption d'innocence. Quand on est politique, peut-être qu'on y a le droit, mais en tout cas, qu'on n'ait pas grand-chose. C'est-à-dire que... simple citoyen. C'est ça, simple citoyen. C'est tout de suite de la présomption de culpabilité. Les médecins ont admis leur erreur après coup? Pas du tout. Et en toute honnêteté, ils la reconnaîtront jamais. Enfin, je pense que c'est un problème d'ego aussi. C'est dire après, voilà, on Ils ne veulent pas se renier. Non, je pense que clairement, c'est remettre en cause leur professionnalisme, et ça, ils ne veulent pas. Après, certes, peut-être, c'est même sûr qu'ils ont sauvé, ne serait-ce que beaucoup de personnes, mais quand on fait une erreur, nous, en tant que citoyens, on doit l'assumer. Et la payer aussi. Voilà, l'assumer et la payer. Et je ne vois pas pourquoi, dans leur cas, ce serait pas pareil. Bon, ils sont toujours en fonction. Les 3 médecins qui se sont occupés de votre cas, même certains, je crois, ont été un peu promus, ont pris du grade. C'est ça. C'est ça, tout à fait. À l'Institut médico-légal de Paris, pour l'un d'entre eux qui dirige cet organisme. Votre procès est terminé, vous avez été innocenté, mais pour autant, vous n'avez pas envie que ça s'arrête là. Non, il y a des actions qui ont été lancées en justice. 2 actions pour le moment, il y a une 3e qui arrive. Les 2 actions, c'est que nous poursuivons le CHU de Nancy. Et ces trois médecins experts qui se sont prononcés en faveur de la maltraitance et qui n'ont pas fait le diagnostic de la pathologie sur Luna. Et on arrive très prochainement contre l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Donc il y aura au moins un procès dans les mois à venir. On espère pour 2020. On croise les doigts. On croise les doigts, mais vu qu'on va dire que la partie adverse joue la montre, donc c'est... Et puis voilà. la justice de notre pays est... Très c'est lente. pas la plus rapide. Non. C'est pas la plus rapide. Tout à fait. Vous avez choisi de quitter cette région il y a quelques années pour venir vous établir ici en Isère. Oui, on a choisi, on a fait ce choix parce qu'il était important pour nous de tourner la page. C'était très difficile de rester dans cette région où on a vécu cette affaire. Et parce que le centre de référence de la pathologie est au Chuga, donc au CHU de Grenoble, et que les enfants sont suivis au CHU. Donc voilà, et on aime beaucoup la montagne et les Alpes. Donc on a allié utile à agréable. Vous n'êtes pas les seuls à aimer cette région. Vous parlez de vos enfants, parce que là, on a parlé de Luna, mais vous avez un fils également, Léo, qui malheureusement a la même pathologie que vous. Comment ils vont, vos 2 enfants ? Ils s'épanouissent plutôt bien. Il y a des moments qui sont difficiles. La pathologie parle beaucoup. Ils sont tous les 2 atteints à un niveau qui fait qu'ils ont un certain nombre de crises. Et voilà, donc oui, c'est pas tous les jours simple. On a eu encore quelques déboires il n'y a pas longtemps pour les scolariser. Et voilà, ça reste un combat de tous les jours. On est tranquille. Voilà, on a tourné la page côté poursuite à notre égard, mais on est toujours dans le combat
combat contre la maladie et contre les a priori. Et puis vous, Johan, vous êtes le seul de la famille à ne pas avoir la pathologie. Et donc, c'est vous qui, au fil des semaines, donnez de vous-même pour aider votre femme et vos enfants. C'est ça, j'essaye d'être un peu la béquille, auprès de mes enfants et de ma femme. Et je fais effectivement tous les soins infirmiers, les injections en intraveineuse. Enfin voilà, oui, ça permet d'être le plus autonome possible. Alors, on vous voit là un extrait d'une émission au nom des miens qui avait été diffusée sur France 2. Vous avez été très médiatisé ces derniers mois. La sortie du film sur TF1 a renforcé encore ça. On vous a vu sur pas mal d'émissions de télé. J'ai pris comme ça quelques images de l'émission de Diane Barthès. Vous étiez en duplex d'ailleurs avec Rod Parago et Emma Joannet. Tout à fait. Deux acteurs. Comment vous gérez cette médiatisation importante ? On le gère plutôt bien parce que, en fin de compte, on est dans le combat, on est dans le soutien auprès de parents à qui cette situation, ça peut être fou, mais continue d'arriver. Et on a décidé de mener ce combat de front contre l'injustice et contre les accusations à tort de maltraitance chez l'enfant. Et donc, on est devenu en quelque sorte les porte-parole de cette cause et on le fait pour éviter qu'il arrive malheureusement des drames en France. Tout à fait. Bon, Plus jamais sans toi, Luna, une drôle d'histoire qui, entre guillemets, finit bien, puisque aujourd'hui vous êtes heureux chez nous en Isère, mais tout à fait. Qui fait réfléchir quand même sur le système et l'emballement qui peut parfois briser des vies. Bon, il paraît que la musique adoucit les mœurs. C'est pas Alfio et Salvatore qui vont me contredire là-dessus. Alors, pour parler maintenant de jazz, je vous propose une petite transition musicale tout en douceur. There used to be a grand tower forlorn on the sea, and you became the light on the dark side of me. Love remained a dry, that's the high and not the feel. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Oh, the more I get to feel, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, I like its dark blue on the grave. Alors, on a reconnu Alfio Riglio au piano et Celia Camini et sa voix envoûtante. C'est une reprise d'une chanson de Seal. De Seal, oui. Je crois, Alfio, avec vos arrangements. C'est issu de l'album Secret Palace. Secret Place. Secret Place. Ouais, moi, je l'ai prononcé à la française. Le jardin secret, un peu. Ouais. Les jardins secrets. Un beau duo qui sera d'ailleurs à l'affiche du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Ce concert, ce sera le vendredi 11 octobre. Oui, exactement. Donc oui, c'est un quartet, pour te reprendre, avec contrebasse, contrebasse, batterie, piano et Celia. Donc oui, moi, c'est mon 12e album, mon premier album de reprise. J'ai fait 11 albums de musique créative, je dirais. Et voilà, avec Celia, avec qui je travaille depuis quelques années, on a essayé de concocter un album autour des chansons que nous aimions, nous. Voilà, avec des arrangements qui laissent un peu la place du jazz, à savoir l'improvisation. Et puis pas mal d'émotions. En tout cas, celle-ci est une très belle reprise qui nous emmène très vite dans votre univers. Donc, je le disais, vous serez un des concerts du festival. Salvatore, ce sera du 4 au 19 octobre. J'ai du mal aujourd'hui. Mais c'est bien la 15e édition. C'est la 15e édition, en effet. Donc, c'est un festival qui a doublé pratiquement par rapport à l'année dernière. Et un festival qui a un certain engouement de la part des salles de l'agglomération. C'est un peu ce que l'objectif qu'on s'est donné. Rendre au jazz
ses lettres de noblesse et faire en sorte qu'il soit programmé dans toute l'agglomération. Ah oui, c'est un festival itinérant. Il y a une dizaine de communes de l'agglo qui vont accueillir comme ça la vingtaine de concerts programmés. Alors, il y a les grandes salles et classiques de l'agglo, mais vous allez aussi vous balader à Bernin, Champs-sur-Drac, Vars. Vous aurez presque pu aller à Revel où habite Sabrina et Johan. Nous sommes allés à Revel puisque pour la première année, ils ont eu un festival, je crois que c'était le 7 et 8 septembre. Et donc, nous sommes en partenariat avec la ville pour continuer ce festival. C'est quoi l'esprit de ce festival? On connaît Jazz à Vienne, qui est une grosse machine, très grand public dans le département. Comment vous positionnez, vous, dans votre programmation? Nous ne sommes pas dans la cour des grands, bien sûr, mais notre festival, il a ceci de particulier, c'est qu'il est très éclectique. C'est-à-dire que tous les styles de jazz sont représentés, tous les styles de musique. Et surtout, on invite des groupes de la région, des groupes nationaux, des groupes internationaux. Il n'y a pas d'esthétique bien particulière, mais c'est justement tout ça. C'est le jazz vivant, le jazz qui s'invente tous les jours. Qui se découvre sur scène. Alfio, votre instrument de prédilection, c'est le piano. Dans le jazz, le pianiste, c'est toujours un peu l'homme de l'ombre. Non, c'est l'homme. Se cache un peu derrière son instrument. C'est pas votre cas, vous? Non. Le piano, c'est plutôt l'instrument d'accompagnement par excellence. On peut en faire un instrument de soliste, bien entendu. Non. Vous avez accompagné de nombreux artistes. Alors, j'ai pas la liste complète, hein, mais Michel Jonas, Stéphane Echer, Didier Locoun, Manu Katché, Kezia Jones, Michel Legrand, Henri Salvador et même Ariel Dombal. J'ai vu ça. Ah bon, c'était moi? Je sais pas, mais ça fait un beau carnet d'adresses en tout cas. Oui. Bah, écoutez, j'ai eu la chance de me faire inviter régulièrement sur pas mal d'albums et pas mal de tournées. Donc voilà, ça fait de nombreuses années. Mais toujours le même plaisir de jouer dans ma ville natale. Puis je suis très fier de mon père et de ses amis qui organisent ce festival. C'est un travail énorme. Et je trouve que la programmation est très belle. Il faut ajouter que le Jazz Club de Grenoble, ce ne sont que des bénévoles. Et donc, c'est un festival qui dure 15 jours. C'est un énorme travail qu'effectuent tous les bénévoles. Et il faut leur rendre hommage. C'est pas facile. Vous parliez de la programmation éclectique. Ça traduit aussi votre parcours, Alfio. Hein. Vous aimez bien toucher à beaucoup de styles et défricher un peu les musiques. Oui, le plaisir d'être musicien, c'est de se sentir libre. Et moi, je n'ai jamais apprécié de me sentir enfermé dans un style de musique. J'ai aussi bien fait des tournées dans la musique africaine que des groupes de rock, que du jazz. Je m'ennuie très vite moi-même dans mes propres projets. Donc c'est pour ça que tous les 2-3 ans, je change un petit peu de direction. Voilà, la difficulté étant toujours de trouver des concerts, mais une fois qu'on les a, on se donne à fond, on le fait le mieux possible et puis on entrevoit le projet suivant. Alors, après Célia, on vous retrouvera sur scène pour la clôture du festival. Ce sera donc le 19 octobre avec l'une des têtes d'affiche, hein, le saxophoniste Pierre Bertrand. On vous voit là avec lui. Pierre Bertrand qui a remporté une victoire du jazz avec vous d'ailleurs, hein, sur un album on a eu une original. Victoire de l'album Inclassable. Inclassable. Mais, oui, les journalistes français de musique ont toujours leur petit... Ils aiment bien mettre des cases. Il y a des cases. Et comme le disque était très bon mais qu'on n'était dans aucune case, ils ont créé une case pour nous. C'est amusant. Voilà, il faut toujours compartimenter alors qu'un musicien... il joue en fonction de sa culture et on ne peut pas arrêter la culture d'un musicien. On ne peut pas dire j'ai écouté que ça et pas ça. Voilà. Mais c'est un super groupe, ça s'appelle La Cara Negra, donc, qui mélange des musiciens. Il y a des Argentins, des Espagnols, c'est vraiment alors, c'est une suite de Duke Ellington que Pierre Bertrand a réécrit, a réarrangé, et nous avons fait un album de ça, et c'est très festif. Alors, on va encore écouter quelques instants du saxo de Pierre Bertrand, qui est l'un des grandes références en France de cet instrument. Très grand arrangeur et très grand saxophoniste aussi. Bon, c'est un ami depuis 20 ans. Allez, on lui laisse la main.
sera le samedi 19 octobre à la Source à Fontaine pour clore cette quinzaine dédiée au jazz sur l'agglomération grenobloise. Il y a tout le programme du festival qui se trouve évidemment sur le site du Jazz Club de Grenoble. Des nouvelles d'Alem. La dernière fois que vous étiez venu, c'était avec lui. C'est un champion du monde isérois de beatbox. Vous aviez monté un duo, un trio même avec Alem. Et ben, le disque vient de sortir. Il s'appelle Bogota Airport. Ce sera mon 13e album. Voilà, je vais travailler pour organiser une tournée avec ce groupe. Alors, il y a un beatboxer, vous évidemment au clavier, puis un joueur percussionniste et joueur de hang. Ouais. Il est là l'album Bogota Airport, Secret Place, j'ai appris à le dire, avec Célia Kameni. Vous serez d'ailleurs au-delà du festival, vous avez d'autres dates sur le Grenoble, je ne les ai pas toutes en date, mais je sais qu'on joue le 3 décembre à la salle Olivier Messiaen. J'ai pas toutes les dates, mais on les trouve sur Facebook, sur mon site. Vous allez sur le site d'Alfio. Au mois de novembre, nous serons à Annecy, on joue à Chambéry aussi. Il y a pas mal de concerts avec ce quartet. Bon. J'ai une petite photo pour finir en clin d'œil. Parce que vous ne faites pas que de la musique. Il paraît que vous avez une passion pour les R8 Gordini, Alfio. On m'a dit ça. C'est vrai, entre autres. Si, avec ça. Il y a un rapport avec le jazz ou pas là? Rien, c'est une belle musique aussi. Oui, c'est une voiture qui fait une belle musique. Merci. On termine par notre campagne électorale. On est un petit peu en retard, mais on va quand même vous parler des budgets participatifs. Ah oui, c'est des fidèles de l'émission, vous connaissez le principe, il y a 800 000 € qui sont en ce moment en jeu pour réaliser des projets portés par les habitants de Grenoble. C'est vous qui votez jusqu'au 5 octobre et on vous en présente régulièrement dans cette émission. Aujourd'hui, on parle d'un jardin collectif en permaculture sur une ancienne voie de chemin de fer située le long de la piste cyclable de la rue Léo Lagrange qui va de l'Estacade à la NC2. Donc ce qu'on propose, c'est une aventure collective. On aimerait monter ce jardin, notre association, mais surtout avec les habitants de la Capuche, investir aussi l'école qui est la plus proche, donc l'école Élisée Chatin. Voilà, que ce soit un projet dont tout le monde puisse se saisir et dont tout le monde puisse profiter. Voilà. Du coup, le budget participatif, ça serait l'occasion d'aménager les lieux, cette grande bande d'herbe, de pouvoir y mettre des bacs hors sol, de pouvoir mettre éventuellement de quoi s'asseoir, enfin, voilà, que ça devienne un espace agréable et accessible à tous. Alors, l'espace est rare dans la ville, pourquoi ne pas produire bio? Tentons l'expérience. Merci de voter pour nous. Voilà, et le projet est porté par l'Accorderie, système d'échange de services entre habitants. C'est basé sur le temps. Et puis, ils n'ont pas osé venir devant la caméra, mais Banishika et Jaspal, elles, veulent proposer un projet autour de l'aménagement du parc Mistral. Ces deux Grenobloises veulent installer dans le parc des lieux conviviaux et abrités pour les pique-niques notamment, ainsi que des toilettes propres et modernes. Un projet estimé à 105 000 €. Le parc Mistral est évidemment un des lieux les plus fréquentés de l'agglomération. Et si vous voulez revoir l'intégralité des projets en compétition, ils sont disponibles sur le site internet télégrenoble.net. Merci à Luna et à ses parents d'être venus nous raconter cette histoire qui tient à cœur. Et puis bonne chance au festival et au jazz pendant une quinzaine de jours sur l'agglomération grenobloise. Nous on se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.